Au départ, en arrivant à Rabat, j'étais un peu, je vais pas te dire un petit peu déçu, mais j'étais pas dépaysé. Donc j'avais l'impression d'être presque comme en Europe, sauf quand j'allais dans la Médina. Et quelques mois, enfin assez rapidement, 2 mois après notre arrivée, 1 mois et demi, on est parti à Fès. Et là, je me suis vraiment senti au Maroc. On était là pour 1 an et demi, 2 ans au départ. Et puis finalement, c'est concyclé, puisque ça fait quand même 16 ans qu'on est là. Mes enfants rigolent toujours quand ils sont avec moi, que mes enfants, les gens me demandent combien d'enfants j'ai. J'ai 8 enfants, ouais. Alors je précise tout de suite, parce qu'on me pose toujours la question, avec la même femme, et ma femme est belge. Les gens étaient tellement cordiaux, amicaux dans la rue. Moi, j'ai jamais vu en Belgique, par exemple, quelqu'un dire à un étranger, vous êtes chez vous ici, vous êtes au Maroc, Marba. Et si des gens te jugent de l'extérieur, moi j'oublie les gens qui me disent, ouais mais t'es musulman, tu dois faire ça et tu peux pas faire ça. Je dis, bon, merci de me le dire, c'est gentil, mais voilà, moi je suis sur un chemin, je suis converti, je suis pas né musulman. Donc si vous demandez l'énergéticien chinois, belge et qui a 8 enfants, en général, vous allez trouver relativement facilement. Salut les amoureux du Maroc, bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis parti retrouver Christophe à Aroura, près de Rabat, dans le salon de Stéphanie que vous avez déjà découvert il y a quelques temps sur la chaîne. Christophe est belge, père de 8 enfants et il vit au Maroc depuis plus de 15 ans. Il est praticien en énergétique chinoise et en réflexologie plantaire. Dans cette interview, on va parler de son parcours, de son installation au Maroc, mais aussi de son activité autour des soins énergétiques. Je vous laisse découvrir notre échange. Salut Christophe, bienvenue sur Entreprendre et Vivre au Maroc. Ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Salut Stéphane, merci pour l'invitation. Ma première question, ce serait quel est ton premier contact avec le Maroc? C'est assez simple, ça fait 16 ans que je suis là. J'avais jamais découvert le Maroc avant. Et donc, c'est par le travail de ma femme qu'on est arrivé ici en 2009. Voilà. Ma femme un peu plus tôt que moi, avec les enfants, une partie des enfants dans les bagages, et moi un peu plus tard, parce que comme j'étais prof, je devais assurer des deuxièmes sessions en Belgique. Et tu viens de Belgique? De Belgique, comme toi, mais pas la même région. Tu viens Je, d'où? je viens de, alors on va dire Mons, mais moi je viens du Borinage et d'un gros village qui s'appelle Jemap, que les Français connaissent bien pour la Révolution française, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Donc tu découvres le Maroc grâce à ta femme. La première fois, c'était où? Ma femme et moi, on a toujours voulu s'expatrier, et puis on pensait plutôt à l'Amérique du Sud, et elle, comme elle était criminologue, elle n'a jamais pu travailler dans son domaine en Belgique. Et donc, on lui a proposé un poste de criminologue au Maroc. Et donc, on s'est dit, on y va, on fonce. Donc, moi, j'ai pris congé de mon boulot d'enseignant en Belgique et ma femme du sien à Bruxelles, elle. Et donc, voilà, on est parti avec 2 enfants dans les bagages et un petit troisième en route. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on est parti directement, direction Rabat, qu'on n'a pas quitté depuis. Donc tu découvres Rabat pour première ville du Maroc, qui est Oui. une ville particulière par rapport aux autres villes du Maroc aussi. Écoute, au départ, en arrivant à Rabat, j'étais un peu, je vais pas te dire un petit peu déçu, mais j'étais pas dépaysé. Donc j'avais l'impression d'être presque comme en Europe, sauf quand j'allais dans la Médina. Et quelques mois, enfin assez rapidement, 2 mois après notre arrivée, 1 mois et demi, on est parti à Fès. Et là, je me suis vraiment senti au Maroc, dans la vieille Médina. Là, je me suis dit, ça y est, c'est les couleurs, les odeurs du Maroc telles que je les imaginais après avoir vu des films, après avoir lu des choses. Je me suis dit, tiens, ça y est, là, je suis au Maroc. Tandis qu'à Rabat, j'ai mis plus de temps avant de me sentir réellement au Maroc. Sauf dans certains endroits, bien sûr. Et comment sont passés les premiers mois, l'installation, les voisins? Tu peux nous raconter? Alors, l'installation était très facile. Donc, ma femme est partie en avion. Elle a trouvé un endroit dans la Casbah des Oudaya. On a habité 2, 3 ans là-bas. Et puis, moi, je suis arrivé avec ma fille aînée et la voiture par après, une voiture qu'on a laissée de côté très rapidement. Ça s'est vraiment bien passé, sauf que ma femme et moi, on était un peu perdus au départ. On a une habitude en Belgique, avoir une vie sociale très, très, j'allais dire chargée, mais c'est pas le mot, Riche? très riche. Et ici, on arrivait dans les Oudaya, alors avec des gens hyper accueillants, mais le soir, bon, on avait des enfants, on avait plein de choses à préparer, mais on se retrouvait un peu, surtout les week-ends, un peu seul. C'est-à-dire, on s'est vite rendu compte que la société marocaine est plutôt centrée sur la famille, alors qu'en Belgique, l'aspect familial est un petit peu mis de côté, tout en étant important.
Et l'aspect des amis est très important. Donc les week-ends, c'était des amis qui venaient chez nous, on allait chez des gens, on logeait les uns chez les autres. Et puis là, tout d'un coup, c'était d'un calme. Donc on était un peu perdus à ce niveau-là. Mais assez rapidement, il a fallu 6 mois, un an. Après, on était là pour 1 an et demi, 2 ans au départ. Et puis finalement, c'est concyclé, puisque ça fait quand même 16 ans qu'on est là. Donc, Qu'est-ce ouais. qui a fait que vous êtes resté alors? Mais d'abord le travail. Donc après 2 ans et demi, le boulot de ma femme, c'est toujours les contrats sont revenus. Puis à un moment, il y a une coupure où elle a plus pu travailler et moi, j'avais un contrat avec, donc comme j'étais enseignant, avec ce qu'on appelait la communauté française de Belgique avant, donc Wallonie-Bruxelles maintenant. Et j'avais un contrat comme quoi je ne pouvais pas travailler. Et donc pendant une année, on a été sans salaire, sans rien. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, il faut qu'on tranche. Soit on reste en Belgique, on rentre en Belgique, soit on revient au Maroc. À ce moment-là, c'était pendant les vacances, donc on était en Belgique. Et finalement, un nouveau contrat est arrivé et on a pu revenir au Maroc. Et puis là, voilà, un petit peu à la fois. Et puis, entre-temps, moi, j'ai commencé à étudier la médecine chinoise. Et puis, j'ai commencé à me mettre à mon compte. Et puis, voilà, maintenant, après l'acupuncture, j'ai fait un petit peu d'énergétique. Et maintenant, je travaille exclusivement dans ce domaine-là. On va en parler en détail. Avant ça, les premières années, comment vous avez fait pour vous adapter justement? Tu as réussi à développer un cercle social? Alors oui, alors d'abord aux Oudaya même, les gens étaient très 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 accueillants et en même temps très serviables. C'est-à-dire qu'en arrivant avec des enfants, ma femme devant travailler, moi étant encore en Belgique pour assurer mon travail là-bas, à un moment on se rendait bien compte qu'il fallait que quelqu'un s'occupe de ma deuxième fille qui avait à l'époque qui avait 18 mois. Et donc, très vite, on a eu un réseau d'amis autour de nous qui se sont occupés des enfants, qui venaient chez nous. Enfin, il y a eu très, très vite beaucoup de bonnes accointances, on va dire. Et petit à petit, on a fait notre réseau. Alors, au départ, beaucoup de gens, de Marocains, et puis un petit peu à la fois des couples mixtes, et puis quelques étrangers. Mais bon, les étrangers vont et viennent. Donc, on les voit 1 année, 2 années, et puis après ils disparaissent un petit peu ou on a encore quelques contacts, mais voilà. Tu l'as pas encore dit, mais toi, tu as une grande famille. Oui, oui, j'ai une grande famille, ouais. Mais je n'ose Combien? pas trop le dire, juste pas trop dire, parce que mes enfants rigolent toujours quand ils sont avec moi, que mes enfants, les gens me demandent combien d'enfants j'ai. J'ai 8 enfants, ouais. Alors je précise tout de suite, parce qu'on me pose toujours la question, avec la même femme, et ma femme est belge, donc, parce que souvent on me dit souvent, on me félicite souvent parce qu'on me dit, c'est pas facile de nos jours, les familles recomposées. J'ai dit, non, 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 c'est la même femme. Ouais. Ce qui devient assez rare dans le schéma classique d'un couple belge, d'avoir 8 enfants. Oui, alors ma femme et moi, quand on s'est rencontrés, on avait comme objectif, s'est toujours dit qu'on voulait 4 enfants. Et puis on s'est rendu compte qu'on en voulait chacun 4. Mais bon, voilà, ça c'est pas fait comme ça, hein, c'est l'évolution. Et puis une chose très importante, puisqu'on parle du Maroc essentiellement, c'est que je pense qu'on n'aurait pas eu cette évolution familiale en Belgique. Je ne pense pas qu'avec les moyens qu'on a, on aurait pu avoir 8 enfants en Belgique. Même s'il y a des aides qui sont beaucoup plus conséquentes en Belgique, je crois que ça aurait été plus dur. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on aime beaucoup cette vie au Maroc. Ouais. On dit souvent que le Maroc, c'est un pays famille. Est-ce Ouais. que tu l'as ressenti, le fait d'être une famille avec plusieurs enfants, que ça touche aussi les Marocains et qu'ils aiment ça? Mais écoute, déjà en arrivant au Maroc, même avant d'arriver au Maroc, les gens nous avaient dit les enfants, c'est un peu une clé d'entrée dans la ville et surtout dans le pays. Et c'est vrai que très vite, on a tout de suite remarqué que les enfants étaient accueillis très très vite, et donc nous aussi. Par contre, pour nos enfants, ça n'a pas toujours été facile. Donc ça dépend des enfants, mais certains sont plus ouverts et donc ils vont accepter le fait que tous les gens veulent les toucher. Maintenant, ça change un peu, mais il y a 15 ans, tout le monde voulait les toucher, voulait les embrasser. Et donc, j'ai une de mes filles à qui ça posait aucun problème, et puis une autre qui était un peu plus rebelle et qui disait non, 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 non. Et donc, ça a posé quelques problèmes. Donc, j'ai même dû intervenir plusieurs fois en disant aux gens, écoutez, les gens ne comprenaient pas qu'une de mes filles ne voulait pas les embrasser. Donc je dis, écoutez, vous ne pouvez pas la forcer. Donc c'était un peu problématique. Mais bon, petit à petit,
En tout cas, ma deuxième fille, il n'y avait pas eu de souci. Et puis l'autre, elle s'est habituée à sa manière, à ça. Oui, parce qu'ici, il y a un toucher naturel, ils sont plus tactiles aussi. C'est ça. Mais je pense que mes deux premières n'étant pas nées au Maroc, tous les autres sont nés au Maroc. Elles ont beaucoup vécu en Belgique. Et c'est vrai que chez nous, en Belgique, on a quand même le traumatisme post du trou, on va dire, où même les gens n'ont plus cette habitude. Moi, j'étais animateur scout très longtemps. On avait des enfants sur les genoux, ça ne posait pas de problème. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus toucher les enfants, à l'école forcément. Mais donc c'était vraiment compliqué. Et donc en arrivant au Maroc, là, on s'est rendu compte que par contre, comme tu dis, le toucher est beaucoup plus important. Et donc là, ça, on a quand même senti ça beaucoup. Ouais. Et les enfants qui sont nés en Belgique, comment est-ce qu'ils se sont adaptés justement à ce nouveau pays, cette nouvelle culture? Alors très, très différemment. Donc comme je t'ai dit, ma fille aînée a jamais beaucoup apprécié le Maroc. Elle y est partie, elle est restée jusque 15 ans. Et après, ma deuxième fille, c'est la plus marocaine de nos enfants. Elle est partie en Belgique maintenant pour des raisons d'études et parce qu'elle voulait faire du foot, qu'elle faisait déjà au Maroc. Mais on s'était dit qu'une structure belge serait un peu plus facile pour elle parce qu'elle ne pouvait pas faire certains matchs, par exemple, comme elle était belge. Donc c'était un peu problématique. Et donc voilà, donc une qui s'est vraiment très très bien intégrée et l'autre qui a eu vraiment plus de mal, grande, alors surtout à l'adolescence, grande, blonde, aux yeux bleus. En plus, on a fait, nous, le choix de vivre dans un quartier populaire. Après les Oudaïa, on est parti à Henarda. Donc on a fait ces choix-là. Donc c'est pas un choix classique. Et donc pour nos filles, en tout cas pour ma fille, ça a parfois été un peu un problème. Voilà. C'est quoi qui était difficile? Mais je pense, sans entrer dans les tabous, mais le regard masculin était très très intense et elle a très très mal vécu ça. Et moi, je me suis permis une fois d'intervenir et puis je me suis dit je le ferai plus parce que ça la mettait très mal à l'aise. Et puis en parlant avec mes patients, surtout mes patientes, je me suis rendu compte aussi qu'ici, parfois, on a envoyé les jeunes filles en France pour justement éviter ce problème-là. Ce que je peux comprendre, parce que moi, je suis déjà intervenu lors de situations un peu embarrassantes pour des jeunes filles. Alors en plus, quand c'est la tienne, tu réagis encore plus, donc c'est plus rapidement, quoi. Ouais. Donc là, c'était un vrai problème pour moi, mais surtout pour elle. Ouais. C'est vrai que j'ai connu aussi des adolescentes de couples à Marrakech qui avaient du mal avec le fait d'être en rue et tout ça. Ouais. Souvent, les femmes plus âgées, il y en a qui s'adaptent très bien au Maroc, mais peut-être pour des adolescentes, c'est plus problématique. Je sais pas. Je sais pas, moi, mes enfants sont soit nés ici, soit arrivés très très jeunes, mais c'est vrai qu'arriver à l'âge... En tout cas, mes deux filles s'inquiètent même parfois un peu pour leurs plus jeunes sœurs, quand elles seront un peu pubères, en fait, voir un peu comment elles vont réagir et comment sera le regard masculin sur elles, quoi. Bon, ici, j'imagine qu'il y a une évolution aussi, qui j'espère sera positive par rapport à ça. Mais en tout cas, on verra. On fait une chose à la fois. Et puis, si à un moment, si elle veut rentrer en Belgique, elle rentre en Belgique. Il y en a d'autres qui voudront peut-être rester. Bon, là, c'est pas mon choix. Ce sera le leur à ce moment-là. Ouais. Et ceux qui sont nés au Maroc ont été à l'école marocaine et tout ça? Oui. Donc ça, c'est aussi un aspect que je voulais dire que j'ai oublié, c'est que mes enfants parlent le Derija. Donc, ils le comprennent bien. Donc, ce qui veut dire que dans la rue, quand des hommes font des commentaires malveillants, elles comprennent tout. Et donc, moi, parfois, comme je le comprends beaucoup moins bien qu'elles, parfois pas du tout, en tout cas dans les bus et compagnie, je vois parfois leur tête, ou je voyais leur tête changer, et je disais, qu'est-ce qui se passe? On te dira plus tard. Et puis, quand elle me disait, j'ai dit, mais le gars, je l'aurais défenestré, quoi. Si, mais bon, voilà. Sur le coup, il valait peut-être mieux que... Mais c'est parfois violent et brutal pour des jeunes filles, même pour d'autres personnes, quoi. C'est vraiment embêtant. Ça, c'est vraiment un aspect un peu négatif. Et c'était un choix qu'ils puissent apprendre l'arabe marocain, le darija? Alors oui, nous, il semblait important. Moi, je suis prof de langue à la base, mais on s'était dit, puisqu'on est dans une nouvelle culture, autant que les enfants... puisque ce sont des éponges au niveau de linguistique, pourquoi ne pas directement
apprendre à l'école la langue. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'était les seules petites têtes blondes et rousses dans l'école. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'ils parlaient déjà très rapidement. Et puis ceux qui sont nés, maintenant, on les met toujours dans une structure marocaine. Et après, justement, on a la particularité aussi de laisser le choix à nos enfants d'aller à l'école ou pas. Donc ceux qui vont à l'école après, on les met toujours dans un système. On n'a pas voulu les mettre dans le système belge, parce que pour nous, c'était un peu, vu le nombre d'enfants, c'était un peu onéreux, d'une part, mais c'est pas la raison principale. C'est vraiment qu'ils aient l'arabe, et puis pas seulement la dérija, mais qu'ils aient l'enseignement de l'arabe classique aussi. Ouais. Oui, parce qu'on a des écoles belges ici au Maroc, Oui, à tout à Rabat, à fait. Casa, Ouais. qui ont une bonne réputation aussi. Très bonne réputation. Moi qui suis à la base enseignant en anglais-allemand, on m'avait proposé aussi, tiens, pourquoi tu postules pas? Bon, là, on y reviendra peut-être, mais vu que maintenant je travaille comme indépendant et puis comme auto-entrepreneur maintenant, que j'ai le choix de mes horaires et tout ça, c'est un luxe que j'aime encore garder un peu. Ouais. Si vous regardez cette interview et que, comme Christophe, vous réfléchissez à vous installer au Maroc ou à y développer votre activité, je vous rappelle qu'avec Omar, nous proposons un accompagnement individuel sur 3 mois. L'objectif est de vous aider à structurer votre projet et à éviter certaines erreurs dès le départ. Si vous souhaitez qu'on vous aide dans cette démarche, vous pouvez réserver un appel découverte de 30 minutes avec Omar. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et si on prend le point de vue de ta femme, comment elle s'est adaptée au pays, comment elle a évolué ici? Très très bien. Par contre, elle a eu aucun problème. Il faut dire, elle avait toujours un enfant sur le dos ou dans les bras. Donc elle n'a jamais eu aucun souci. Jamais été embêtée dans la rue. Vraiment aucun. Au contraire, elle a même le statut de maman la rendait un petit peu. Elle était protégée dans l'environnement. Intouchable. Intouchable, voilà. Donc, et encore maintenant, il n'y a aucun. Il n'y a aucun souci, elle se fait très bien, et même dans son boulot où elle est essentiellement avec des Marocains. Elle se plaît bien et elle se débrouille en dérija, mieux que moi. Et donc elle parvient à vraiment bien s'adapter. Puis elle a un tempérament très, j'allais dire très belge, pas bien, un tempérament très cordial, très chaleureux. Donc voilà. Est-ce que ça aide, d'après toi, d'avoir ce type de tempérament ici pour s'intégrer? Oui, je crois, c'est quand même, ouais, le fait, t'imagines, je m'imagine, moi je suis pas trop fermé non plus, donc j'essaie d'être sociable le maximum, mais je pense que, déjà dans la rue, alors ça je trouvais que c'est beaucoup plus en arrivant, les gens étaient tellement cordiaux, amicaux dans la rue. Moi j'ai jamais vu en Belgique, par exemple, quelqu'un dire à un étranger, vous êtes chez vous ici, vous êtes au Maroc, Marba, j'ai jamais, en Belgique forcément, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a touché et qui m'épate encore maintenant parce que ça fait 16 ans que je suis ici. Dans la rue, j'ai toujours bienvenue, vous êtes chez vous. Merci monsieur, c'est gentil, ou madame. C'est vraiment quelque chose de très particulier, ouais, de très positif. On a une grande communauté aussi belge qui vivent au Maroc. Oui. Tu en as rencontré, tu perçois ça aussi? Alors, dans un premier temps, pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de contacts. On s'était dit, on est au Maroc, on va se mélanger un peu à la population. Et puis, forcément, on a rencontré, de par le travail de ma femme, qui travaille indirectement pour Wallonie-Bruxelles, c'est pour l'APF, pour la coopération belgo-marocaine. Et donc, oui, on a petit à petit rencontré des Belges. Maintenant, il y a beaucoup d'associations, ou quelques associations qui ont vu le jour. Entre autres, l'année passée, moi qui suis un fervent admirateur, je ne devrais pas le dire, mais de Saint-Nicolas, en tant qu'enseignant et ancien enfant, il y a une petite association qui s'est faite et qui permet aux enfants de fêter la Saint-Nicolas, qui sera prochainement, dans quelques semaines. Oui, c'est proche. Ouais. Que je raterai cette année, parce que je dois accompagner un de mes fils à Paris. Mais bon. Et tu veux expliquer, parce que les Français, ils n'ont pas de la Saint-Nicolas. Alors, je pense que les Français l'ont dans certaines régions de France. Parce que plus tu vas vers, plus tu vas vers l'Allemagne, parce que même en Allemagne, c'est régional. Il y a des régions qui n'ont pas du tout Saint-Nicolas. Mais chez nous, en Belgique, j'imagine qu'à Liège aussi, c'est une grande tradition, le 6 décembre. C'est la fête des enfants. Ouais. Moi-même, quand j'étais enseignant, le jour de Saint-Nicolas, on travaillait, mais c'est toujours des choses très agréables. Et c'est resté pour moi, depuis tout petit, un peu magique. Et puis maintenant, le fait d'avoir cet événement qui est fêté ici aussi au Maroc, ça m'aide aussi
pour mes enfants, pour voilà, pour leur, leur faire, allez, que je ne trouve pas les mots, mais pour faire en sorte qu'ils retrouvent un peu leur identité belge quelque part. Même si, bon, on va pas se référer que là-dessus pour l'identité belge, mais ça fait partie de notre schéma belge. Et justement, tes enfants qui sont nés au Maroc, tu leur as transmis ça, tes origines, la Belgique, Ben, pas, peut-être, je sais pas, bah, ma manière d'être peut-être, mais j'ai l'impression que, allez, comme je me sens plutôt citoyen du monde, je suis pas belge avant tout, quoi. Donc, il y a certainement une certaine belgitude que je leur transmets, un humour, comme ils me disent, un humour pourri de Belgique parfois, qui est là. Bon, en plus un dialecte qui est bien à nous, des petits mots qui sont bien à nous. Mais aussi, non, j'essaie plutôt de... Bon, la Saint-Nicolas, j'essaie maintenant de leur montrer ce que c'est. Je suis parfois rentré en Belgique pour pouvoir la fêter directement chez les grands-parents. On donne du sucre, des carottes pour l'âne de Saint-Nicolas, et puis voilà. Et donc, comme ça, ils ont pu le vivre directement, et c'était assez impressionnant pour eux. Ouais. Ouais, dis-nous quelques mots belges. Quelques mots belges. Moi, je sais pas. Bon, déjà, le fait de compter, quand tu comptes ici, bah, ils savent tout de suite si tu es belge ou pas. Bon, Avec moi, le 8. dans le borinage, on a des expressions comme tu me la one. Tu me la one, c'est tu me l'inventes, en fait. C'est quand quelqu'un nous raconte des carabistouilles, voilà, ça, je sais pas si des carabistouilles, c'est du belge. Hein, Il faut traduire, je pense. des carabistouilles, c'est Des histoires des bêtises. inventées, Ouais. ouais. Ça peut être des bêtises ou des histoires, des carabistouilles. Il y a d'ailleurs un très très beau jeu, je crois que c'est belge, qui s'appelle Carabistouille, qui consiste à expliquer, à raconter des histoires en plaçant des mots parfois très, très riches dans l'histoire. C'est pas mal fait. Moi, dans les cours de langue, j'ai beaucoup utilisé parce que justement à Liège, où j'avais donné cours à un certain moment, j'étais assistant et je devais faire des cours de conversation. Et ce jeu est en 5 langues, en tout cas français, anglais, allemand, néerlandais. Et je ne sais plus s'il y a l'espagnol, je ne suis pas sûr. Ouais. C'est vrai qu'en Belgique, c'est un petit pays où il y a plusieurs langues et il y a le wallon aussi, bon, qui est plus trop pratiqué. Ouais. On retrouve un peu ça au Maroc, où il y Oui, a la mazir avec plusieurs. tout à fait, ouais. Selon les régions, ça change. Mm. C'est un petit point commun entre les deux pays. Ouais, bah, y a pas mal d'autres petits points communs. Je trouve ça, c'est, c'est sympa. Non, mais même si en Belgique, bon, moi qui suis un grand amoureux de la langue allemande, je suis toujours un peu déçu de voir que parfois mes compatriotes ne se souviennent pas qu'une des langues nationales, c'est l'allemand. Donc voilà, l'allemand, le néerlandais et le français. Ouais. Je sais pas si c'est dû à mes croyances. J'ai l'impression que les Wallons sont pas trop attirés vers les langues étrangères, même vers le néerlandais ou l'allemand justement. Alors, je pense que tu as raison. Mais maintenant, moi, je suis un peu mal placé pour en parler parce que mes origines sont, ben, mes parents sont, alors mon nom c'est Courcelles, donc c'est un nom francophone, mais mon papa était à moitié francophone, à moitié néerlandophone, de par sa maman qui était de Flandre, et ma maman était flamande. Donc, à la maison, petit, on parlait le flamand. Et puis, c'est une langue que j'ai pas beaucoup aimée petit, que je redécouvre maintenant. Mais par contre, j'ai eu une illumination quand j'ai commencé l'allemand. Mais je pense, et d'ailleurs ça a été, enfin là il faudrait rentrer dans des détails que je ne connais pas encore, je pense avoir des origines allemandes, je pense. Mais quand je ressens, quand j'entends, quand je peux parler l'allemand, c'est, il y a une vibration qui ne se fait pas automatiquement avec le néerlandais. Ça recommence maintenant, et l'anglais, ça se fait aussi parce que j'ai du sang celtique dans les veines aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré et plu dans la langue germanique? Ben, je pense qu'il y a un background familial déjà, le fait de parler néerlandais chez nous à la maison, le fait de... Enfin, je suis très vite tombé amoureux de tout ce qui est culture anglo-saxonne, de la musique, le rock, enfin, de beaucoup de choses. Et puis, là, je sais pas, il y a une sonorité, il y a... Ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans l'allemand, qu'on peut retrouver dans le néerlandais, c'est la sonorité des mots, mais aussi le fait de pouvoir être très créatif avec les mots. C'est-à-dire que tu peux faire des mots à rallonge comme tu veux. Tu peux être créatif dans la langue. C'est ça que j'aime beaucoup. Ouais.
Et puis c'est simple, c'est rigoureux au niveau de la prononciation. On prononce tout ce qui est écrit et prononcé, un peu comme l'arabe. Et contrairement au français qui est compliqué pour ça, et à l'anglais où quand on prononce les EA par exemple, est-ce que je dois le prononcer je dois le prononcer I, je dois le prononcer comment, c'est compliqué. Et ça t'a aidé à apprendre le Darija, un peu communiquer ici? Alors, j'étais très fainéant pour le Derija. Au départ, quand je suis arrivé, j'étais vraiment papa à domicile, j'avais très peu de contacts. Ça, c'était un gros problème pour moi au départ, parce que j'allais conduire mes enfants à l'école. C'était beaucoup de femmes qui allaient conduire les enfants à l'école. Et moi, je ne pouvais pas entrer en contact. J'ai commencé à parler, salam alaikum, kidera et compagnie. Et puis, je me suis vite rendu compte que, bon, là, Christophe, tu fais fausse route. Il ne faut pas trop parler, pas trop discuter. Et donc, j'avais pas trop de vie sociale. On avait pris avec ma femme des cours, mais avec une amie marocaine. Mais là, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas du tout à me rendre indépendant dans la langue. Alors, visiblement, la structure de la langue du Derija est compliquée à enseigner, parce qu'il n'y a pas de véritable structure grammaticale et tout ça, donc c'est vraiment un problème. Et puis après, mon seul contact avec vraiment les gens, à part le quartier, c'était l'aïkido. Donc je pratiquais l'aïkido. Et quand j'arrivais, salam alaikum, oh salut Christophe, ça va? Et puis, 3-4 ans après, ils me disent, mais Christophe, c'est dommage, tu ne parles pas Derija. Je dis, bah, quand j'essayais de vous parler en... Bon, maintenant, c'est une mauvaise excuse de ma part. Chaque année, j'essaye d'avancer un petit peu, mais c'est compliqué, parce qu'en même temps, j'ai envie de pouvoir lire l'arabe, ce que j'ai commencé. Mais voilà, c'est compliqué. Quand on est dans le bain et qu'on commence avec les gens un petit peu en Derija, tout de suite, ils repassent au français. Donc, mais bon, j'ai pas été courageux non plus. On en a parlé dans l'interview avec David juste avant toi. C'était une interview qui est axée sur la Darija. Le fait que beaucoup de Marocains te parlent en français, ça ne te force pas non plus à apprendre la langue du pays. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a quand même encore quelques personnes qui ne parlent pas français. Beaucoup, oui. Et même beaucoup. Mais bon, dans les villes, c'est un petit peu plus rare. Mais c'est vrai quand on va au bled, quand on voyage, on se rend vite compte que bon, on est un petit peu pris. Et puis, c'est là que ça m'a le plus embêté, c'est que, en étant acupuncteur ou énergéticien, quand j'arrive dans un bled, les gens, oh, toubib, toubib, donc j'arrive et puis ils me disent, ah, vous pouvez nous soigner. Et puis là, je ne peux pas entrer en véritable contact avec la personne parce que je ne connais pas le vocabulaire. Donc d'habitude, avec le français, l'anglais, même l'allemand, je peux me débrouiller. Mais ici, pas possible, quoi. Ou alors il y a souvent un fils, une fille, le mari, la femme qui vient traduire. Mais avec mes enfants, c'est facile aussi. J'ai des traducteurs, mais voilà. Et c'est pour ça que je me dis chaque année, allez Christophe, on relance la machine. Mais ça avance, hein, bon, un petit peu, mais je me débrouille chez le Hanout, mais à part ça, c'est un peu compliqué. Et vos premières années au Maroc, justement, comment ça s'est déroulé avant que tu commences à pratiquer la médecine chinoise? Pour moi, la première année, ma femme m'avait dit c'est toi qui as toujours bossé, donc prends-toi une année sabbatique. Mais je me suis En fait, c'est compliqué quand on est très actif. Tout d'un coup, on a plein de temps devant soi. On essaie de l'utiliser intelligemment. Et là, j'avais un peu du mal, donc j'ai fait du bénévolat. Donc j'ai travaillé au Goethe Institut pendant une année. Et là, c'était super intéressant parce que je donnais des cours, alors en dehors de la structure Goethe, c'est-à-dire je ne pouvais pas me faire rétribuer parce qu'eux voulaient vraiment que je travaille comme prof. Mais pour ce que j'ai dit tout à l'heure, interdiction de toucher de l'argent. Et donc, c'était des cours de remédiation pour les étudiants qui avaient plus de difficultés. Et j'avais un autre groupe que j'adorais, c'était avec des femmes essentiellement. Il n'y avait que des femmes. Et des femmes analphabètes aussi, qui en fait avaient déjà épousé quelqu'un qui était en Allemagne ou devaient épouser un Marocain ou un Allemand en Allemagne. Et donc, ils devaient avoir un certain niveau. Donc, elles avaient des cours théoriques, mais pour certaines, ça ne leur permettait pas d'avoir le niveau nécessaire pour partir en Allemagne. Et donc, j'avais proposé de faire un cours pour ces dames-là. Et c'est avéré que ce soit un cours dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, je donnais ce cours d'allemand, et elle me prenait un peu pour le gamin qui débarquait au Maroc. Et donc, c'était très, très chouette. C'était vraiment une super expérience. Donc, mais sinon, essentiellement, c'était papa à la maison, faire les courses,
faire la popote à la maison. Bon, il n'y avait pas vraiment encore de devoirs à l'époque pour les enfants, donc voilà. Et qu'est-ce qui était facile et difficile les premières années? Tu veux dire au niveau organisationnel? Tout ce qui te vient. Avec ma femme, on essaie toujours d'avoir une vie, alors entre guillemets, la moins capitaliste possible, c'est-à-dire éviter les grosses structures, les gros supermarchés, tout ça. Donc au départ, retrouver les produits auxquels on est habitué pour faire à manger, par exemple. Que faire à manger? Et ça, c'était ma grosse problématique qui a débouché sur la médecine chinoise, justement, puisque je m'étais dit, que mettre dans les assiettes de mes enfants? Et est-ce qu'on va cuisiner belge? Est-ce qu'on va cuisiner marocain? Que faire? Bon. Et petit à petit, j'ai trouvé les commerces à la Médina. Bon, après, on est parti des Oudaya. Donc là, on travaille avec les hanout locaux. Très, très rarement, on va dans une grande structure pour certains produits bien précis dont on a besoin pour nos recettes. Mais sinon, on reste vraiment dans le local. Mais par contre, on ne cuisine pas très marocain. On fait parfois des tagines. Le couscous, on ne fait jamais. Ou alors un couscous sauce belge. Et on n'ose jamais inviter quelqu'un, un Marocain, avec un couscous, ça c'est sûr. C'est comment un couscous belge? Ah non, non, c'est le couscous, mais À la belge. à la belge, mais qui n'a pas la saveur et le goût du couscous qu'on peut manger n'importe où le vendredi, quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir une base avec beaucoup de légumes ici. Oui, ouais. Et oui, on peut trouver des légumes partout. Bon, chez moi maintenant, nous, on a pris un panier, un panier bio. Avec une ferme. Avec une ferme. Et donc, voilà. Et puis parfois, à la fin de semaine, comme on est nombreux, ça part vite. Donc, parfois, on supplée, on essaie de trouver. Chez le Hanout, on va racheter quelques carottes pour la fin de la semaine, des pommes de terre. Mais on essaie d'être très organisé sur une fois par semaine, on a l'arrivage du panier, qui n'est pas un panier en soi, parce que le panier, on a essayé la version panier, mais c'est compliqué avec... bon, là, on n'est plus 10 à la maison, on est 8. Mais en général, dans un panier, tu as 5 betteraves, 6 carottes. Nous, ça ne va pas du tout. Donc, on prend au kilo, quoi. Tu vois, on prend 3 kilos de pommes de terre, on prend... Voilà. Ouais. C'est quelle ferme Alors, ça s'appelle Tolkeba. C'est une ferme qui est à Tifelt, mais qui vient dans c'est un marché ici à Rabat le samedi, mais ils livrent à domicile. Nous, c'est le mardi et le jeudi, mais chez nous, ils viennent le mardi. Ouais. La ferme Kolba, mais je te dirai exactement. Ouais. J'ai un doute sur le nom exact. Ouais. C'est Bouchra qui s'occupe de ça. Et on est très très content de la qualité, c'est très chouette. Et beaucoup d'étrangers qui s'installent au Maroc choisissent les grandes villes et les beaux quartiers. Toi, tu as choisi un quartier populaire. Oui. C'est un petit peu différent. C'est une initiative aussi d'aller près des Marocains. Alors, dès le départ, on voulait être vraiment avec la population marocaine. Et après, en fait, j'ai l'impression, en voyant ça avec le recul, que ma femme a perdu son boulot à un moment. Et là, l'employeur n'intervenait plus pour le logement. Et donc, et comme moi, je ne pouvais pas travailler non plus, on s'était dit, on va partir vers Haynarda. Mais on a adoré Haynarda et le coin, les gens et tout ça. Donc, ça fait plus de 10 ans. Enfin, ça fait du coup 12 ans qu'on y est, je pense, un peu plus même. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le choix de la villa. On n'aurait pas pu se permettre la villa. Mais et puis, pour nous, ma femme et moi, on a grandi dans la rue. Et on voulait offrir cette chance-là à nos enfants. C'est-à-dire le côté social, pouvoir se disputer et surtout bien s'entendre, bien sûr, mais pouvoir aussi gérer des conflits avec des enfants dans la rue, ça nous semblait aussi essentiel. Et là, on se rend compte que nos enfants sont toujours dans la rue, ont plein de copains et que ça se passe très très bien. Bon, il y a des petits conflits de temps en temps, mais bon, les grands aussi font ça, donc voilà. Donc ils se sont fait des amis avec les voisins, tout ça. Voilà, ouais. Et puis ça leur a permis aussi, certains parlent très bien français, mais ça leur a permis à eux de développer leur dérija. J'ai 2 de mes enfants qui ont un dérija impeccable, et c'est ce que je dis toujours, même en langue quand j'enseigne, quand on peut s'énerver, se mettre en colère dans une langue,
c'est qu'on la maîtrise. Donc, j'ai un de mes plus jeunes fils et ma deuxième fille qui ont un Derija qui est, pour les Marocains, qui est parfait. Vraiment, ils sont bilingues. Les autres sont à l'aise, mais ces deux-là, c'est les plus marocains de mes enfants. Et j'imagine quand les Marocains découvrent qu'ils parlent d'Arija, ils sont surpris. Oui, ben ça nous est arrivé avec ma fille aînée à Mons. Il y a une petite fille, une petite Marocaine qui l'a bousculée à vélo. Et donc la petite fille est tombée et ma fille est allée la ramasser. Et, euh, et donc elle a commencé à lui parler en Derija. Et la maman est arrivée et dit, mais elle parle mieux Derija que ma fille. Elle dit, bah, écoutez, on vit au Maroc, donc c'est vrai qu'on a eu quelques scènes que ça. Mais bon, parfois, le fait de tout comprendre, c'est pas trop bon non plus. Donc, mais bon, pour eux, c'est un outil essentiel. Et puis le fait d'avoir l'arabe aussi. Et puis linguistiquement parlant, l'arabe le rouvre dans le pavillon des oreilles. Il leur ouvre plus de possibilités pour plus tard. Parce que le français a très peu de sons comparativement à l'arabe. Et donc pour eux, c'est une ouverture d'esprit de toute façon. Mais même linguistiquement, je me rends compte que mes enfants, en tout cas ceux qui ont des langues maintenant, sont assez doués pour les langues. Ma fille aînée parle très bien l'anglais, elle se débrouille bien en espagnol. Elle a dû se mettre au néerlandais tardivement, mais elle se débrouille bien. Et je vois que ma deuxième est très à l'aise au niveau de l'anglais et de l'espagnol maintenant. Et le Derija, elle n'en parle pas. L'arabe classique, bon, il aurait été un peu imposé, donc il le parle, mais bon, je ne peux pas te dire s'il est vraiment bon ou pas, ça j'en sais rien. Ça, c'est un beau cadeau que tu leur as fait, cette ouverture. Je sais pas, pour l'arabe, c'est plus ma femme qui a vraiment poussé. Pour l'anglais, ben, on fait aussi à la maison, on fait une journée d'anglais par semaine. Donc le dimanche, quand on y arrive, on se lève et on parle en anglais. Et même s'ils nous répondent en français, on essaie de... Ben alors il y a des jours où ça va mieux et puis des jours où on passe vite au français, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est important pour eux d'avoir je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes maintenant, mais pour avoir l'anglais, le français et le Derija et pourquoi pas l'arabe classique, pour eux ce sera merveilleux. Ouais. Et ils se sentent belges, marocains, c'est quoi là? Alors, ils se sentent belges, parce que souvent les gens leur disent, oh, mais tu es né ici, tu es... Donc, les six suivants, donc après mes deux filles aînées, sont nés à Salé, pour les quatre suivants, et les deux derniers sont nés à la maison. Et donc à Rabat, c'est des vrais Rabatis, eux. Mais quand on leur dit, tu es belge ou marocain, non, non, on est belges. Et c'est vrai que eux, ils ont la possibilité d'aller l'été en Belgique, les plus grands, pas les plus petits. Ben là, ils sont accueillis, ils sont en vacances, les grands-parents les gâtent et tout ça. Donc, eux, la Belgique, c'est synonyme de... En plus, on ne va pas à l'école en Belgique. Donc, Ils voient les bons côtés. ils voient que les bons côtés. Donc, ils se disent... Mais je pense qu'avec le temps, j'espère qu'ils verront aussi l'attrait et l'avantage d'avoir grandi au Maroc. J'espère. On verra. C'est ça que je te disais, c'est une richesse que tu leur as permis, le fait Oui, de... c'est vraiment... ça, c'était une envie, ma femme et moi, qu'on avait depuis longtemps de s'expatrier. On avait déjà fait un projet au Pérou à l'époque, avant d'avoir des enfants. Et à la fin du projet, on s'était dit ce serait merveilleux de pouvoir partager ça avec nos enfants plus tard. Et puis, voilà, il y a des très très bons côtés. Mais je crois que les enfants ne voient pas les bons côtés pour le moment. Et j'espère qu'ils le verront plus tard. Et je pense qu'ils se rendent compte quand même du rythme, parce que ça, c'est quand même un aspect magnifique ici, c'est que le rythme de la vie est totalement différent. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, quelle qualité de vie. Quand je rentre en Belgique, je mets le pied sur le tarmac, je dis, ça y est, tout le téléphone, il faut faire... Ça n'arrête pas, quoi. C'est pas une caricature, c'est vrai. Même en Belgique, on a une grande communauté de personnes d'origine marocaine. Je me souviens quand on est arrivé, le roi Philippe, qui n'était pas encore roi, je pense, je me souviens, il y a 16 ans, ils avaient parlé d'une communauté de 350 000 Marocains en Belgique, qui a dû encore s'amplifier depuis. Donc oui, il y a beaucoup de... Nous-mêmes, et ma femme, de par son premier boulot en Belgique, à Bruxelles, avait travaillé essentiellement avec des Maghrébins. Et essentiellement marocains. Il y a beaucoup de liens aussi entre la Belgique et le Maroc, oui, des bonnes relations diplomatiques. Oui, pour le moment, de par la coopération, parce que ma femme travaille là-dedans, c'est assez riche au niveau des relations. On en vient à ton activité actuelle ? Avec plaisir. Comment
Comment tu as découvert tout ce qui est énergétique chinoise, la médecine? Alors ça a pris pas mal de temps. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai commencé l'aïkido juste avant la naissance de ma fille aînée et je me rendais compte que l'enseignement me vidait un peu de ma substance, que je donnais beaucoup pour mes élèves. Bon, c'était passionnant, c'est un boulot que j'ai toujours adoré, qui me manque d'ailleurs encore maintenant. Mais voilà, je voulais faire un truc pour moi et l'aïkido a été vraiment une révélation. J'ai vraiment adoré ça. C'est quoi l'aïkido? L'aïkido, ben, c'est un art martial. Je connais, mais c'est pour que tu expliques. C'est un art martial, c'est l'art martial de la paix. Et comme diraient certains copains, c'est l'art martial des vieux. J'ai un copain qui me disait, oh ouais, mais c'est pour les vieux l'aïkido. Mais je dis, bah, viens voir, c'est intéressant. Donc en gros, c'est utiliser des techniques bah, si quelqu'un nous agresse, en général, c'est pour éviter toute forme de conflit. Mais si vraiment elle doit avoir lieu, c'est pouvoir utiliser la force de l'adversaire pour pouvoir pas la retourner contre lui, mais pouvoir la déplacer, voilà, et pour éviter tout conflit. Ouais. Et l'origine de l'aïkido, tu sais? C'est japonais, oui, c'est japonais, c'est pas chinois. Mais bon, je vais arriver à l'énergétique. Vas-y. Mais d'ailleurs, c'était assez comique. Ma femme raconte toujours cette anecdote quand on est, quand elle m'a proposé, elle me dit, tiens, il y a une possibilité au Maroc, est-ce que ça te dit? Alors moi, j'étais pas trop partant pour le Maroc au départ. Et puis j'ai dit, attends 2 secondes, je suis allé sur Internet, j'ai vu Club Aïkido, Rabat, il y en avait plein. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, on peut y aller. Il y a de l'aïkido. Donc, et c'est vrai qu'ici, il y a une communauté d'aïkidoka très, très, très importante. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au Maroc, les sports de combat, en général, sont très répandus. Mais Tu vois, karaté, judo. je pense, ouais, je pense. Mais Et bon, moi, même, je me suis focalisé sur l'aïkido, mais j'en voyais partout, quoi. Forcément, j'arrive dans un bled, bah, il y a une salle d'aïkido, c'est incroyable. Il y a un dojo là, c'est vraiment incroyable. Ouais, il y a beaucoup. Et puis, il y a, bon, maintenant, la fédération, c'était une fédération judo-aïkido. Maintenant, la fédération d'aïkido est vraiment indépendante. Puis, il y a beaucoup de contacts entre le Japon et le Maroc. Et donc voilà, il y a une fondation qui s'était créée avec un maître Nishiyama. Donc il y a pas mal de choses qui bougent à ce niveau-là aussi. qu'est-ce que ça t'a apporté comme le fait de pratiquer ça? Moi déjà, ça m'a apporté beaucoup de sérénité parce que j'étais quelqu'un de très nerveux avant, voilà, j'avais besoin de me défouler. L'aïkido m'a apporté le côté physique d'une part, mais aussi cette zénitude. C'est vraiment, ça m'a énormément apporté, même au niveau de mes classes, même au niveau de mon travail, même de la philosophie de vie. Je suis pas quelqu'un en général de stressé dans la vie, mais bah, ma femme m'avait traité une fois de fou parce qu'on était près des Oudayas et il y a un gars qui a sorti une machette. Et mes enfants étaient comme ça, et j'étais avec mes 2 filles, et donc ma femme qui part vite, et moi je suis resté à côté du gars. Et alors après, on a discuté, elle me dit, mais t'es fou, pourquoi t'as fait ça? Et je dis, mais le gars, s'il prenait un grand élan, il t'avait quoi. Si moi, il prenait son élan, il n'aurait pas eu le temps de prendre son élan, je lui faisais une technique et il était par terre. Donc bon, c'était pas contre nous, il était en train de se disputer avec un monsieur là dans la rue. Mais je me suis dit, si j'avais pas eu l'aïkido, j'aurais fait comme ma femme, je serais vite parti quoi. Donc ce sont des choses qui, ben, dans la rue, même quand on voit un conflit, on est moins stressé, je pense, en tout cas. Mais c'est surtout une philosophie de vie qu'on essaie d'appliquer au quotidien. Donc, Tu pratiques toujours? non, pour le moment, non. Ça fait 3 ans que j'ai plus mis un pied au dojo. Alors, il y a différentes raisons, mais je pense que ce qui me fait entre guillemets, le plus peur, c'est travailler avec des gens qui travaillent de manière très dure. Et en fait, moi, mon boulot, on va y revenir, en énergétique chinoise, j'utilise mes mains. Et ça m'est déjà plusieurs fois arrivé que quelqu'un me torde la main comme ça. Et donc après, si je peux plus bosser, c'est un peu C'est embêtant. ton outil de Mais ça, travail. mais, ça, mais, ça, ouais, mais ça me manque. J'aimerais vraiment parfois pouvoir le trouver. Et puis la deuxième raison, c'est que le soir, le repas familial et tout ça, c'est un peu sacré pour moi. Et donc, voilà, à un moment, je prenais mes affaires, je partais, les enfants allaient commencer le repas. Je me dis, bon, alors, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons. Moi, j'y reviendrai peut-être à un moment, mais pour le moment, je suis très concentré sur lancer mon activité pour faire en sorte qu'elle soit pérenne au niveau de l'énergétique. Et donc, pour continuer sur ce que tu me disais,
ou ce que tu me demandais. En arrivant ici, donc, j'étais intéressé par la diététique en général et je suis tombé sur la diététique chinoise. Et il y avait un cours à Paris qui m'intéressait, qui s'intitulait, c'était très erroné, Initiation générale à la médecine chinoise. Ce qu'il me fallait en fait, comme ça, un peu de phytothérapie, un peu d'acupuncture, d'énergétique, qigong et tout ça. Et en fait, c'était un cours d'acupuncture à 100%. Enfin, on touchait un peu à d'autres choses. Mais... Et donc à la fin, je me suis dit, bon, bah, je vais continuer le cursus. Je suis parti au Vietnam pour faire travailler dans des dispensaires. Et ça, c'était hyper intéressant. Et en revenant, je me suis dit, bon, je me lance pas. Parce qu'autant avec le diplôme de germaniste, bah, je peux enseigner avec en plus le diplôme pédagogique qui suit, pas de souci, on est légitime. Autant ici, avec des formations, est-ce que je peux pas. Donc c'était un peu compliqué. Et puis très rapidement, il y avait une nouvelle formation qui s'ouvrait à Marseille, une formation supérieure en acupuncture. Et là, je me suis jeté dedans. Et puis j'ai ouvert assez vite, en 2016, j'ai ouvert un cabinet d'acupuncture et puis mon propre centre. Et alors, petit à petit, je me suis rendu compte que l'acupuncture me procurait beaucoup de plaisir, même m'apportait justement pas la sérénité que m'avait apporté l'aïkido. Et donc là, par hasard, par des amis qui ne se connaissaient pas du tout, on m'a mentionné plusieurs fois le nom Régis Blin et énergétique chinoise. Et il y avait un cours qui se faisait en Belgique, donc pour moi c'était important de pouvoir rentrer, m'occuper de mes parents, tout ça. Surtout ma maman à l'époque était malade. Et donc j'ai commencé le cursus en énergétique chinoise et là c'était la révélation. Je me suis dit, c'est pas un hasard si je suis passé par l'acupuncture. Il fallait, j'aurais jamais découvert l'énergétique chinoise si j'avais pas fait d'acupuncture, je pense. Ouais. Explique-nous, c'est quoi l'acupuncture? Bah, l'acupuncture, bah, à la limite, l'expliquer, tout le monde connaît déjà. Ça, en fait, c'est vraiment l'utilisation d'aiguilles pour essayer de travailler sur les réseaux que sont les méridiens qu'on voit là. Donc, c'est pouvoir vraiment réharmoniser le corps à l'aide d'aiguilles dans ce cas-là. La différence, moi, en énergétique chinoise, maintenant, c'est que j'utilise plus du tout d'aiguilles, quoi. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus pratique parce que je peux être n'importe où. Je peux travailler ça directement. Une personne a mal quelque part, on peut s'installer. Donc, j'ai pas besoin de sortir. Mais avant, j'avais toujours des aiguilles avec moi. Mais pour un côté un petit peu légal, c'était déjà compliqué au niveau de l'acupuncture. C'est pour ça que j'ai voulu aussi me débarrasser un petit peu de l'aspect contraignant administratif, dont on n'a pas encore parlé ici pour le Maroc, mais qui est pour moi qui est très lourd. Donc voilà, j'avais une patente pour l'acupuncture. Puis j'avais toujours un caïd qui venait me demander les papiers et tout ça. Je devais aller un peu plus haut et puis encore plus haut. Et puis pour à chaque fois m'entendre dire que j'étais dans les clous, qu'il n'y avait pas de problème. Et puis, mais en fin de compte, il fallait quand même que je justifie encore et encore. Et puis, bon, voilà. Bon, le statut d'acupuncteur n'est pas quelque chose de fixe ici au Maroc. On a un statut de kinésithérapeute. Or, je ne suis pas kinésithérapeute, donc ça a posé des problèmes quand j'ai voulu supprimer ma patente. Donc, voilà. Mais maintenant, tout ça est réglé. Je suis auto-entrepreneur. Voilà, je travaille, mais exclusivement en énergétique chinoise. Je mets plus d'aiguilles. J'ai souvent des patients qui me demandent encore, tu ne mettrais pas une aiguille? Je dis non, 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 non. Et puis même, c'est pas que j'ai peur de la loi ou quoi. C'est surtout, moi, d'un point de vue personnel, je suis beaucoup plus mentalement serein parce que à la fin de la séance, je sens ce que j'ai fait avec les aiguilles. J'étais pas encore assez bon que pour me dire ça y est, je suis arrivé à ce que je voulais, quoi. Non, c'est pour ça que j'essaie d'éliminer, pas complètement, mais de faire en sorte que le ressenti, que le mental laisse sa place au ressenti, voilà. Donc tu t'es formé pendant combien de temps? Alors l'énergétique chinoise, c'était 3 ans. 3 ans, c'était des week-ends, des week-ends de 3 jours en Belgique. Et notre prof nous dit toujours, je fais des recyclages chaque année, c'est comme ça que je rentre traditionnellement en Belgique au mois de mars. Et notre prof nous dit qu'il faut 10 ans. Il faut 10 ans pour être un bon énergéticien. J'ai commencé en 2017, donc voilà, j'ai encore une année pour bien. Mais il y a des choses là. C'est une technique qu'on ne peut pas apprendre comme ça du jour au lendemain. Ça prend déjà, il y a toute une théorie derrière qui est passionnante.
et en même temps après pouvoir laisser libre cours à son ressenti et voir ce qui est bloqué, ce qui n'est pas bloqué, ça prend du temps. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans cet apprentissage? Ce qui m'émerveille à chaque fois que j'utilise cette technique, c'est savoir comment un point spécifique d'acupuncture, que je ne pique plus mais que je travaille, peut être révélateur de plein de blocages dans le corps. C'est un peu difficile à expliquer, mais en fait on est sur la théorie du yin et du yang et des 5 éléments. Et donc on a, pour chaque méridien, on a une couleur différente. Donc on a un point bois, un point feu, terre, métallo. Et en fonction de ce qu'on veut travailler, parce qu'on a différents principes, on a des principes élémentaux, donc ces éléments dont je parle, les éléments corporels, les principes corporels, les principes émotionnels et les principes spirituels. En fonction du niveau qu'on veut travailler, cette couleur, ce point aura une incidence à chaque fois. Et donc, c'est vraiment important de bien maîtriser ça. Et aussi, le fait que, ça c'est un des principes de la médecine chinoise, c'est qu'un tout petit élément peut représenter tout le corps. Bon, je fais aussi un peu de réflexologie plantaire. Le fait de se dire sur les 2 pieds, on a tout le corps qui est représenté, c'est aussi intéressant. J'ai fait un peu d'auriculothérapie aussi. Je trouve ce concept assez bluffant. Mais de notre côté, le fait de le pratiquer tous les jours, c'est de plus en plus émerveillant. Au Maroc, j'ai déjà rencontré plusieurs Marocains, même des Marocaines qui pratiquent la médecine chinoise. Oui. Est-ce que c'est bien intégré dans un pays musulman? Il n'y a pas des problèmes parfois par rapport à la religion? Au départ, pour moi, en tant qu'homme, je recevais parfois, pour m'entraîner, je recevais des gens. Souvent, les gens au téléphone disaient vous êtes un homme, vous n'avez pas une femme. Et encore maintenant, vous n'avez pas une femme qui travaille chez vous parce que. Et je dis écoutez, en général, soit le mari, soit la maman, la fille accompagne. Mais j'ai de moins en moins cette demande-là, ça disparaît un petit peu à la fois. Mais c'est un vrai problème. Alors l'acupuncture est connue. Donc les gens savent ce à quoi ils doivent s'attendre. Ils ont parfois peur des aiguilles, mais ils savent. Quand ils te téléphonent, ils te disent voilà. Par contre, quand ils te téléphonent pour l'énergétique chinoise, ils disent mais c'est quoi ça? Donc il faut expliquer parce que l'énergétique, c'est un terme tellement galvaudé que c'est très très vaste. Donc il faut expliquer que parce que les gens bizarrement pensent que je fais du reiki. Donc il y a une technique japonaise. Alors j'ai rien du tout contre le reiki, au contraire, je trouve que c'est une très belle technique. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ils se disent énergétique, donc Reiki. Donc je suis vraiment dans la matière, je suis vraiment sur les méridiens, sur les blocages. C'est très physique, oui. Mais par contre, c'est une technique douce. Je ne fais pas de manipulation. C'est vraiment ouvrir les méridiens et faire en sorte que l'énergie recircule sur ces 4 principes, sur ces 4 niveaux dont je parlais tout à l'heure. Quel type de problème physique ça peut résoudre? Alors, j'aurais d'abord envie de dire qu'au départ, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour le stress de façon générale. Donc, déjà, d'office, je sais déjà qu'à la fin de la séance, ils sont souvent très calmes, très zen. Mais sinon, en fait, souvent la question m'est posée qu'est-ce que vous guérissez avec votre technique? Je dis moi, je guéris rien. Comme disait Ambroise Paré, c'est moi, je traite et Dieu guérit. Quand le travail est bien fait, parfois ça prend une séance, parfois un peu plus. Normalement, ça relance les facultés d'auto-guérison du corps. Et donc, à ce moment-là, il y a des symptômes qui s'atténuent, qui disparaissent parfois. Donc, voilà. Mais bon, pour des douleurs, les gens viennent pour des douleurs, des crampes, tout type de problèmes. Moi, j'aime beaucoup, c'est travailler, je l'ai fait beaucoup avec ma femme, j'aime beaucoup travailler sur les accompagnements de grossesse aussi. Il y a ce serait trop long à énumérer, mais il y a tellement de... En fait, c'est justement ça que j'aime par rapport à l'acupuncture. L'acupuncture, quand on est jeune thérapeute, quand on commence, on a l'impression qu'on est, on va pas dire Dieu, mais je vais aider les gens, je vais sauver les gens. Puis on se rend compte qu'il faut d'abord s'aider soi-même et travailler sur soi, ce que je fais encore maintenant. Et puis, le fait d'être dans le ressenti, ça m'aide vraiment à me mettre des objectifs qui sont très terre à terre et pas comme au départ. Je pense que tout le monde, en tout cas moi, je suis passé par cette phase-là. Oui, il faut absolument que je me forme le mieux possible pour. Et puis maintenant, là, je me rends compte que on fait ce qu'on peut avec la technique qu'on a en main.
Mais le fait de la maîtriser de mieux en mieux, ça aide vraiment. Et je vois que pour le moment, je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est les règles douloureuses. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est bizarre. Quand je pose la question, moi je me souviens, dans les études que j'ai faites avant, c'était beaucoup de filles. Et donc quand les filles parlaient entre elles, en Belgique, les filles parlent facilement de leurs règles. Et ici, quand je posais la question aux filles, dans le cadre professionnel, bien sûr, elles disaient, bah, mais c'est normal, j'ai mal. J'ai un peu mal, mais c'est normal, tout le monde a mal. Mais je dis, ben, c'est pas normal. Non, les règles, s'il y a des douleurs, c'est pas tout à fait normal. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de travailler beaucoup là-dessus, et avec parfois des résultats assez chouettes. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même grâce à cette pratique? Ah, alors, beaucoup de choses. Mais j'ai déjà appris beaucoup de choses via l'aïkido. Mais ici, je pense que plus j'avance dans cette technique, plus je pense qu'il y a déjà plus d'humilité, certainement. Même si je disais que j'avais envie de sauver le monde, je ne suis pas non plus quelqu'un qui se mette trop en avant. Et ça m'a amené au niveau du travail beaucoup de sérénité, comme l'aïkido l'a fait au niveau plus personnel. Mais c'est-à-dire que maintenant, je n'ai aucun stress devant un patient qui vient. Et s'il a beaucoup de problématiques ou moins de problématiques, je sais que je vais travailler et je sais que ça va avoir un impact. Que la personne ressentira sans doute, parfois un peu moins, ça dépend. Mais moi, à la fin de la séance, je sais si j'ai bien travaillé. Donc là, j'ai suffisamment de ressenti pour savoir là les points. Par exemple, il y a des points terre qui sont très très importants et je les palpe à la fin de la séance quand ils sont. Ça, c'est mon petit bonheur. Quand les points sont bloqués ou vides, ça se sent tout de suite. Donc s'il est vide, on arrive à l'os directement. S'il est trop plein, c'est comme un trampoline, on ne sait pas sauter sur une bâche qui est trop tendue. Donc, et à la fin de la séance, quand on a cette onctuosité du point, alors là, ça c'est Byzance, c'est le paradis. Là. Et après, la personne souvent sent que ça recircule ou pas. Il y a des gens qui sont moins proches de leur corps, ça dépend. Et les gens qui viennent te voir, c'est des Marocains, des étrangers? Alors moi, depuis que je travaille, j'ai beaucoup de Marocains qui viennent chez moi. Maintenant, je commence à avoir quelques Européens de temps en temps. J'ai déjà eu des Américains, j'ai eu un peu de toutes nationalités. Mais je vais dire, on peut parler en belge ici, 75%, 80% de ma patientèle ou clientèle, ça dépend, sont des Marocains. Ouais. Comment ils te découvrent? Ils font appel à toi? Les patients essentiellement viennent de mon ancienne activité d'acupuncteur. Maintenant, je commence à faire par les réseaux sociaux, Instagram essentiellement. Je fais un peu plus de publicité et maintenant je suis sur 3 lieux, c'est-à-dire que je travaille à Rabat, à l'Agdal, dans une salle qui s'appelle Parole et Mouvement. Et puis je travaille ici le mercredi à Aroura, à la maison de Fanny, que tu connais bien. D'ailleurs, on peut faire une mini pause. Ah oui. On remercie Stéphanie qui nous prête aujourd'hui ici la maison de Fanny. On a fait une interview sur la chaîne avec elle. Vous allez voir le lien s'afficher. Donc on la remercie aussi. Mais bien sûr, merci Fanny, merci pour son bel accueil. Et puis outre la personne, il y a aussi le lieu qui est très très sympa. Moi, c'est un plaisir de venir travailler ici. En plus, on n'est pas loin de la plage, on peut aller reprendre un petit peu une bonne énergie. Et alors maintenant, depuis la semaine dernière, je suis à Casablanca. Ça s'appelle l'atelier du corps. Donc c'est tout un programme aussi. Et là, j'ai commencé cette semaine et c'était super sympa. Moi, j'appréhendais un petit peu sur le côté casablancais, sur cette énergie incroyable. Bon, maintenant c'est le samedi, c'est un petit peu différent, mais j'ai vraiment adoré cette première journée. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais le fait aussi de faire découvrir un petit peu l'énergétique chinoise en dehors de Rabat, c'est bien. Et puis on m'a dit qu'à Casablanca, il y avait une ouverture assez importante pour tout ce qui est un peu plus alternatif. Ouais. Oui, Marrakech aussi. Marrakech, mais bon, ça sera après. Bon, moi, j'adore voyager, donc j'adore partir, mais maintenant, je ne peux pas non plus laisser
Ma femme avec tous les ans. En plus, elle a son travail aussi. Donc, mais bon, en grandissant, peut-être que je pourrais une fois aller de temps en temps à Marrakech ou peut-être d'autres villes. J'ai une dame qui m'avait dit pourquoi tu viens pas une fois à Meknès. J'ai dit bah, peut-être un jour, Meknès, Fès, on verra. S'il y a de la demande, pourquoi pas. Ouais. C'est vrai. Et à Marrakech, on a Terre d'éveil avec Rachid, où il se passe beaucoup de Rachid, choses. ouais, ouais. Ben, quand j'avais mon centre, Rachid venait aussi chez moi. C'est un ami. On s'est rencontré avec Rachid et surtout sa femme Stéphanie via le réseau de unschooling au départ, parce qu'on est dans un réseau avec nos enfants de unschoolers. Donc voilà, Rachid. Après, on s'est aussi rencontrés par le biais de la thérapie. Si le travail de Christophe vous parle et que vous souhaitez découvrir ce type de soins, vous pouvez le contacter directement sur WhatsApp ou sur Instagram. Je vous mets ses coordonnées dans la description de la vidéo et si vous venez de la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc, vous pouvez simplement lui dire que vous venez de ma part avec le code Objectif Maroc. Il vous proposera un pack découverte pour tester ses soins. On a beaucoup de thérapeutes qui nous suivent et ils se posent beaucoup de questions justement en s'installant au Maroc, comment ils vont faire pour pratiquer. Ouais. Tu peux nous partager un petit peu des conseils concrets par rapport à ton propre parcours? Oui, alors la première chose, c'est qu'il faut s'armer de patience. Enfin, en tout cas, pour moi qui suis étranger, parce que ça dépend si la personne est marocaine ou. Mais pour moi qui suis toujours étranger, ben, au niveau de l'administration, il faut juste avoir de la patience, quoi. Donc, ben, déjà avoir sa carte de résident, être en ordre à ce niveau-là. Et puis après, ben, moi, j'ai eu les deux statuts. C'est-à-dire que d'une part, j'ai été indépendant, donc personne physique assimilée, kinésithérapeute. Et là, c'était vraiment compliqué au niveau des papiers pour entrer. Donc bon, là, j'avais un comptable qui m'aidait. Et puis maintenant que je suis auto-entrepreneur, je fais tout moi-même. J'ai eu quelques problèmes parce qu'il y avait des problèmes avec le site internet et tout ça, ça fonctionnait pas. Mais maintenant, tout est réglé et maintenant, c'est bon. Je suis auto-entrepreneur à 100%. Voilà, tout est déclaré. C'est très simple, il n'y a même plus besoin d'un comptable. Mais les problèmes que j'ai éprouvés dans un premier temps, c'était lié à la comptabilité ou bien c'était lié à des papiers que je devais fournir et qui n'étaient pas nécessairement bons. Enfin, c'était assez compliqué, ça prenait beaucoup de temps et surtout ça épuise au niveau de l'énergie parce qu'il y a toujours autre chose. Donc comme je disais, j'avais toujours le caïd qui venait dire ouais, mais vos papiers sont pas en ordre. Puis je suis même allé jusqu'au secrétariat général du gouvernement. Il dit monsieur, vous êtes tout à fait en ordre, mais sachez que le statut d'acupuncteur n'est pas, on n'a pas légiféré là-dessus maintenant, mais ça va venir le jour où on va légiférer, vous devrez revenir. Est-ce que ce sera suffisant, pas suffisant, on verra bien, Et donc j'avais même demandé est-ce que vous pouvez mettre ça noir sur blanc sur un papier pour que je donne. Oui, vous inquiétez pas. Et finalement, j'ai eu un papier 6 mois plus tard, mais qui ne stipulait pas du tout ce qu'il m'avait dit. Donc j'étais un petit peu mal pris. Mais bon, après, j'ai eu à retirer la patente, qui m'a pris aussi beaucoup de temps avec le comptable. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais y aller moi-même. Et ça, c'est encore un des avantages d'avoir une grande famille. Je suis arrivé, c'était une dame. Et je lui ai dit, écoutez, madame, je ne peux plus travailler. J'ai 8 ans, enfin, c'était à l'époque, j'avais 7 enfants. J'ai 7 enfants, je ne peux plus travailler. Vous avez 7 enfants. Vous travaillez plus? Je dis, bah oui. Elle a appelé la dame chargée du dossier. En 2 minutes, mon problème était résolu. Ça faisait 9 mois 8 mois ou 9 mois que je travaillais. Donc, il faut vraiment s'armer de patience au niveau de tout ce qui est paperasse. Une fois qu'on est bien dedans, voilà, moi, en tout cas, le statut d'auto-entrepreneur me convient très très bien. Donc tu conseilles de faire 7 enfants Ça, je ne peux pas me permettre. Je vais pas me permettre de faire ça. Maintenant, si les gens ont envie, pourquoi pas. S'ils veulent expérimenter, pour moi, c'est la plus belle chose. C'est un joli chaos organisé. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'ambiance. On a beaucoup d'amis qui viennent de Belgique ou d'ailleurs loger chez nous. Ils nous disent, c'est vrai que c'est une richesse, c'est chouette, quoi. Non, mais je ne vais pas conseiller les gens. Mais je suis étonné, surtout ici, pas dans les bleds. C'était de l'humour belge. Ouais. Oui, j'avais compris. Mais dans les bleds, il y a encore des grandes familles. On est allé, c'est la vallée de Dadès.
On avait rencontré une famille où ils en avaient plus que... Je pense que maintenant, ils en ont plus que nous. Et d'ailleurs, Ibrahim, le gars qui nous recevait, il est toujours tranquille, tranquille, c'est tranquille les enfants. Donc quand j'entends tout là, alors je comprends hein, la problématique financière et tout ça, mais je me dis, bah, on y arrive, quoi, on y arrive toujours. Parfois, il y a des mois, c'est moins facile, mais on y arrive et puis voilà. Puis maintenant, c'est aussi mon objectif de communiquer plus sur ce que je fais pour aussi pouvoir mieux en vivre. Mais d'un autre côté, j'ai aussi la double casquette, c'est-à-dire que j'ai ce rôle aussi à la maison quand, bah, si ma femme est au boulot, qu'il y a un truc à gérer, je suis là. Et donc je garde quand même ces deux casquettes. Mais j'essaie de faire développer mon activité en énergétique chinoise. Et tu as parlé plusieurs fois du statut d'auto-entrepreneur. Oui, On peut préciser qu'il faut avoir la carte de résident pour y accéder. obligatoirement, oui. Et Quoi. pas avoir d'autres fonctions non plus, de travail dans d'autres domaines. Ça, c'est aussi important à dire. Mais sinon, c'est assez simple. Quand le site fonctionne, c'est assez simple. Moi, pour simplifier les choses, j'avais un compte professionnel que j'ai fermé. Je suis allé à la poste. Et là, j'ai une dame qui m'a aidé parce qu'en fait, c'est une anecdote, mais il y a sur le site, on ne voit pas la différence entre un 0 et un O. Et d'ailleurs, sur la carte de résident, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas si c'est un O. Alors maintenant, je le vois plus ou moins parce qu'il y en a un qui est plus fin que l'autre, mais c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai dû tout refaire. Mais alors, si tu dois refaire ça via une autre adresse email, si tu fais la moindre erreur, il faut que tu changes carrément tout, dont l'adresse email. C'était assez compliqué. Mais maintenant, bon, grâce à cette dame-là d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé à la poste, tout ça est rentré dans l'ordre. Et donc maintenant, c'est réglé. Donc je paye mes petites cotisations tous les 3 mois. J'essaie de le faire le jour même, comme ça c'est fait, on est tranquille. Et donc tu payes ta CNSS en même temps. Et voilà. Oui, c'est assez simple. Oui, La seule limite, c'est qu'il y a un plafond à ne pas dépasser. ouais, mais là, pour le moment, je suis tranquille. J'espère que dans quelques années, je serai moins tranquille. Ouais, je te le souhaite. Mais j'espère. Mais pour le moment, voilà, je n'atteins pas encore. Bah, cette année, j'ai commencé, donc j'ai eu mon statut au mois de mars. Donc, ce ne sera pas ma première année complète. Donc, je suis pas du tout encore aux 200 000. Donc, j'ai encore le temps. Par contre, j'ai mis aussi, donc tu peux mettre plusieurs activités. Donc, j'ai mis l'activité de soins. Et j'ai mis, parce qu'à un moment, je m'étais dit, tiens, j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui me disent, bah, tiens, t'es prof de langue, anglais, allemand, mon fils, il a des problèmes. Hein. Donc j'ai mis aussi éventuellement les cours de soutien. Et alors là, j'ai un projet aussi. Mon professeur m'avait dit, bah, tiens, j'aimerais bien ouvrir l'énergétique chinoise au Maroc. Et donc éventuellement pour après, si je peux organiser un cours, enfin, ce ne sera pas tout de suite, mais donc je me suis dit, bon, voyons large. Et donc j'ai inscrit aussi cette activité d'enseignement voilà, dans le statut. Et pour revenir sur les papiers, carte de résident, tout ça, est-ce que ça a été compliqué pour vous deux, vos enfants, tout ce qui est administratif? Ça n'a pas été compliqué dans la mesure où ma femme, comme elle était au départ expatriée, elle a été engagée comme expatriée au départ, c'était pas compliqué. Après, moi, c'était un regroupement, comme moi je suis arrivé un petit peu 4 semaines après, c'était un regroupement familial. Ça n'a pas trop posé de problème, mais enfin, bon, c'est toujours la même chose. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps parce que j'ai été chercher notre nouvelle carte de résident pour 10 ans. Là, on l'a eu pour 10 ans. On est tranquille pour 10 ans, Félicitations. c'est bien, merci. Mais, là, mais j'ai vu les gens qui s'énervaient parce que il y a pas de, par exemple, pour l'organisationnel, ce serait bien d'avoir une liste vraiment exacte et exhaustive de toutes les paperasses qu'il faut amener, quoi. Et donc, Et une même, fois qu'on le sait, bon, ma femme est très organisée pour ça. Donc, en plus, comme elle a un travail assez administratif, donc elle est financière, mais administrative aussi. Donc, elle connaît tout ça, donc elle note tout ça. Et si on nous manque un papier la fois suivante, elle le renote vite fait. Et comme ça, et donc maintenant, on m'a félicité les 2 dernières fois, parce que pour les enfants, c'est moi qui m'en occupe. J'avais fait un dossier bien trombone et tout, bien les photos bien mises et tout ça. La dame m'a dit,
Magnifique. magnifique, monsieur. Donc du coup, ça passe bien, quoi. Ouais. Donc c'était via le regroupement familial à Oui, la base. c'était ça. Et puis, bon, en soi, on n'a pas eu de réel problème, quoi. Par contre, bon, c'est toujours les files d'attente. Enfin, ça, c'est normal, quoi. Ça, ça prend du temps. Mais quand on a la carte, je sais pas pourquoi, mais on est vraiment soulagé. Vraiment. Je pense qu'il faudrait aussi une carte pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément besoin d'une société marocaine, tu vois, ou tous les métiers du web. C'est ça qui manque encore Oui, pour le ouais. Maroc. Ouais. Ben oui, et puis je sais pas si, enfin, on verra. Je n'ai pas encore trop approfondi le sujet puisque là, je suis vraiment dans la communication maintenant. Mais même un statut un peu transitoire entre les deux après. Tu vois, un Oui, statut. Parce que moi, j'avais un peu. C'est pas vraiment ma société, mais étant personne indépendante, je me suis rendu compte que waouh, j'avais beaucoup de charges. Quand je regardais ce que je gagnais à la fin du mois, c'était rien. Et donc, ici, c'est un statut qui est pratique parce que tu n'as pas beaucoup de charges. Donc ça, c'est chouette. Bon, tu peux pas non plus les déclarer. Tu peux pas éliminer tes charges non plus, tu peux pas les comptabiliser, mais bon, ça c'est normal aussi. Mais je crois qu'un système entre les deux, ça pourrait être intéressant. Mais bon, voilà, là il faudra que j'analyse ça un petit peu plus tard. D'abord, je vais terminer ma première année, peut-être faire une année complète, voir à quel chiffre d'affaires je peux arriver. Et après, on verra si. bah, ça n'existe pas encore. Non, ça n'existe pas, mais bon, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Par exemple, beaucoup de gens me demandent pourquoi tu ne l'as pas fait. Alors, pour le statut acupuncteur, tu ne peux pas faire l'auto-entrepreneuriat, tu dois absolument avoir le statut de kiné. Et donc, moi, je me suis installé en 2016 et le statut auto-entrepreneur a été créé en 2017, je pense. Je crois que si je dis des bêtises, c'est à une année près, mais c'est plus ou moins 2017 ou 2018. Donc c'est un statut qui est relativement récent. Aujourd'hui, tu développes ton activité avec 3 centres différents. Oui, Ça, c'est ce qu'on peut aussi partager pour les thérapeutes qui vont nous regarder. oui, bien sûr. C'est qu'il y a beaucoup ce système au Maroc où tu vas pouvoir aller dans un centre à Marrakech, un centre à Casa. Donc il y a des lieux où plusieurs thérapeutes se partagent le lieu. Mais au Maroc, comme partout ailleurs, on rencontre beaucoup de gens et puis les gens sont intéressés ou pas par ce que tu fais. Et donc ici, à Rabat, je commence à être connu. Ayant eu un centre moi-même, j'ai eu pas mal de contacts avec d'autres personnes, des gens qui sont venus travailler chez moi. Et donc c'est vrai qu'il y a cet échange qui se fait très très facilement. Après, c'est comme pour ici, la maison de Fanny, c'est une opportunité. Par une amie, on s'est rencontrés, on s'est fait un échange de soins. Et puis les échanges de soins, c'est aussi pour moi, c'est une merveille aussi. On arrive à découvrir des techniques auxquelles on n'a jamais pensé, qu'on n'a jamais connues. Et donc et puis on peut faire connaître aussi sa technique. Donc c'est vraiment très très chouette. Et puis ici au Maroc, en tout cas, il y a cet engouement et j'espère qu'il sera de plus en plus important pour les médecines alternatives ou les techniques un peu différentes de l'allopathique. Et le Maroc, c'est un pays musulman, mais il y a une ouverture à toutes ces thérapies alternatives aussi. Oui, 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 j'avais beaucoup de questions parce qu'à un moment j'ai fait alors je fais pas la hijama, mais en médecine chinoise on utilise les cuppings, les ventouses. Mais souvent j'avais la question, alors c'était pendant le Ramadan parce que si tu saignes, tu saignes pas. Mais moi je faisais pas beaucoup de saigner Alors je faisais un peu de saigner en faisant l'acupuncture. Mais bon, maintenant j'ai plus ce problème-là avec l'énergétique chinoise, il y a aucun souci. Donc, mais bon, c'est un problème auquel j'ai été confronté plusieurs fois. Mais enfin, alors, je ne sais pas si c'est lié, mais moi je me suis converti à l'islam il y a 5 ans. Oui, 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a toute une problématique enfin, qui me semble, enfin, ça s'envole en fumée parce que bon, je suis en train de l'intégrer. C'est pas encore, tout n'est pas encore fait, mais il y a pas mal de choses que je comprends mieux maintenant en étant à l'intérieur, si tu veux. Ouais. Donc, Ça a été quoi le chemin pour te convertir? c'était un chemin long parce que bon, c'est un peu compliqué. La religion a été quelque chose de très important pour moi quand j'étais adolescent.
Puis, le fait enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, des décès de la vie font que, à un moment, tu te dis, mais quand tu parles à Dieu, tu te dis, mais comment tu peux laisser partir une si belle personne? Et donc, je me suis un peu rebellé contre la religion et contre dans ce cas-là, le catholicisme. Et puis, ben, ma femme est musulmane depuis déjà quand on était en Belgique. Et alors au Covid, j'ai rencontré une personne qu'on a accueillie chez nous pendant le Covid et je veux dire, ma femme a déjà installé beaucoup de choses et puis le fait d'avoir cette personne, ça a été l'étincelle qui manquait pour faire prendre un peu le feu. Ouais. Donc c'est à travers une personne, ça t'a amené Ouais. à... Bon, et puis toutes les personnes, enfin, je veux dire, toutes les personnes musulmanes qu'on côtoie tous les jours. Et puis, Christophe, mais t'es plus, plusieurs des personnes me disaient, mais t'es plus musulman que les musulmans, alors convertis-toi. Je dis, mais non. Parce qu'au départ, c'était plus l'aspect religion parce que la croyance, elle a toujours été là. Donc, je pense qu'on ne vient pas de n'importe quoi, du chaos, de quelque chose de. Donc, là, je n'avais pas ce problème. Le problème, c'était plutôt la religion en tant que telle. Et donc, ça a mis du temps, mais ça s'est décanté. Et même encore maintenant, c'est un processus. Hein, c'est pas. On n'y est pas arrivé. Quoi. Il y a encore des choses que je dois apprendre, mais justement liées à la langue arabe. Donc, il y a beaucoup de choses. Ouais. T'as lu le Coran, les hadiths? Oui, mais c'est ce qui m'a au départ. Donc, quand je suis arrivé ici, en faisant de l'aïkido, je me suis dit, je vais pas commencer à arriver au Ramadan avec ma bouteille d'eau. Et donc, pour les copains, je me suis dit, allez, je vais faire le Ramadan et aussi en collaboration avec ma femme. Et puis, petit à petit, je me suis dit, tiens, bah, pour faire le Ramadan, autant s'intéresser au Coran et tout ça. Donc, et là, en lisant le Coran, j'ai lu des très très belles choses. Il y a des choses encore maintenant pour lesquelles j'ai un peu du mal, mais un petit peu à la fois, il y a des choses où je trouve des réponses à mes questions. Et puis pour d'autres, il faut que je creuse encore. Comme je disais, je crois que ça va être un travail à long terme encore. Et voilà, petit à petit, on est arrivé à cette conversion qui parfois m'aide vraiment, surtout la période du Ramadan. C'est une période ici au Maroc que j'adore. Et ça, en fin de Ramadan, j'ai une énergie incroyable. Malheureusement, après, ça retombe un petit peu. Je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait cette ambiance de Ramadan toute l'année. Mais bon, on ne peut pas jeûner toute l'année, quoi. Mais je ne sais pas si tu vois un peu cet état d'esprit qu'il y a pendant le Ramadan, j'aime beaucoup. Ouais. Tu dis que tu as obtenu des réponses à tes questions. Quelles réponses t'as trouvées? Ah, quelle réponse. Là, tu es dans le domaine de super intime. C'est vraiment. T'es pas obligé de répondre. Oui, non, mais non, parce que déjà le fait d'en parler, c'est un peu comme un coming out, quoi, ici. Donc, bon, ça me dérange pas, parce que sinon je le dirais pas. Mais sinon, au niveau de comment, enfin, c'est parce que c'est une blessure profonde, en fait, chez moi, c'est pour ça. J'ai perdu un frère quand je crois que je t'en ai parlé, non? Ouais. J'avais 18 ans. Et donc, c'est ça que j'avais ce côté un peu rebelle vis-à-vis de Dieu, en me disant comment ça peut se faire. Et donc maintenant, voilà, on revient toujours à la sérénité de départ de l'aïkido et de l'énergétique. C'est un peu un apaisement par rapport à tous ces trucs enfin, ces événements que j'avais pris comme des injustices, tu vois. Et donc, à nouveau, c'est de la sérénité, quoi. C'est vraiment, oui, c'est vraiment ça. Et puis le fait de retrouver aussi des réponses à des questions qui sont importantes. Bon, quand tu lis le Coran, l'esclavage, la femme, le statut de la femme, tout ça, il y a des choses qui me perturbent encore un peu. Hein. Il faut que je travaille encore un peu ça. Mais petit à petit. Et puis, ce qui est essentiel pour moi maintenant, c'est que j'entre en relation avec Dieu. Tu vois, c'est pas comme dans le milieu catholique où quand j'étais petit, j'allais me confesser, j'ai fait des bêtises, tandis qu'ici, j'ai fait une bêtise, je le dis directement, et puis voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas si je m'y prends toujours bien, mais voilà, c'est en chemin. Donc ça c'est certainement une des choses très très positives que j'apprécie. Mm. Est-ce que tu penses qu'il faut une religion pour parler à Dieu? Non, enfin très longtemps, je l'ai pensé.
Maintenant, moi, je suis content de le faire. Je suis content de passer par ce vecteur-là. Mais très longtemps, moi, je voyais Dieu partout, dans la nature. Mais je pense que ça aussi, c'est un point positif. C'est que je pense avoir trouvé l'interlocuteur. Il ne m'a pas encore vraiment répondu, hein, comme dirait, je ne sais plus qui c'est, un humoriste qui parle de ça. S'il te répond, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, mais on a, d'une certaine façon, on a des réponses, parce que dans le quotidien, il y a des choses qui se passent, on se dit, tiens, il y a des problèmes sur des papiers, j'avais des gros problèmes, et puis du jour au lendemain, tout se résout comme ça. Donc voilà, je dis parfois, ma femme m'inspire beaucoup pour ça, dans ce cheminement-là, parce qu'elle est très, très croyante, et en général, elle dit, ben non, c'est normal que ce soit pas comme ça. Tout lui sourit, mais c'est normal, Comment elle est rentrée dans l'islam, elle? Alors c'est justement par son boulot à Bruxelles, donc elle était dans le centre d'usagers de drogue dure, et en fait les assistantes sociales, les médecins et tout ça sont essentiellement maghrébins. Et ma femme est d'acception protestante au départ, et elle se posait beaucoup de questions sur la religion, et elle a trouvé justement donc un médecin algérien lui a offert un Coran qu'elle a lu. Et petit à petit, elle s'est intéressée à l'islam en particulier. Et là, elle est à fond dedans. Maintenant, elle lit l'arabe, elle comprend le Coran. Parce il y a aussi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'arabe, c'est pouvoir ne pas lire une traduction. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui semblent erronées par rapport au texte de base, parce que c'est mal traduit. Or, la langue arabe est très très riche. Donc voilà. C'est ce qui me motive aussi un peu, mais il y a beaucoup d'apprentissage à faire en ce moment. Donc, Et le fait que ta femme soit convertie, ça a peut-être contribué aussi à ce que tu t'y intéresses? bien sûr, bien sûr. Même si au départ, c'était pas évident. Quand elle a commencé le ramadan toute seule et tout ça, c'était pas évident. Mais ben, forcément, et puis elle en parlait, et puis voilà, c'est vrai que ça. Mais, il manquait le petit truc qui devait faire pour le passage à l'acte. Voilà. Et bon, ben, ça a pris du temps, mais voilà, j'en suis pas mécontent du tout. Mais maintenant, comme je dis, c'est un processus qui, à certaines périodes, comme le ramadan, est très facile, est très très belle, puis il y a cette communauté musulmane qu'on sent très très fort à ce moment-là. Et puis à certaines autres périodes de l'année, et alors surtout si je rentre en Belgique juste après, où voilà, c'est totalement différent. Ouais. Est-ce que ça t'a permis d'avoir un rapport différent au Maroc et aux Marocains? Alors, oui, je pense, d'une certaine façon. Alors, il faut savoir que quand je me suis converti, il n'y avait pas les mosquées étaient fermées. Et donc, quand les mosquées ont rouvert, je me suis dit, oh, ça va être super. C'est vrai que j'ai un peu la nostalgie de l'église. Quand j'allais à la messe, moi j'étais enfant de chœur, quand je sortais de l'église, c'était les embrasses. Tout le monde s'embrassait, tout le monde c'était. Et alors ici, je me suis dit, waouh, ça va être super, je vais sortir de la mosquée. En plus, alors forcément, tu te fais dévisager parce que tu es européen. Et, mais alors, aucun contact, enfin, quelques contacts de temps en temps, quelqu'un qui dit, ah, vous êtes converti, ou bien. Mais, mais je m'attendais à quelque chose plus, de plus cordial, tu vois. Mais attention, je remets ça dans le contexte historique ou hygiénique de l'époque. C'est les gens se serraient pas les mains, s'embrassaient pas. Pendant la pandémie, ouais. C'était juste après. Donc je comprends aussi qu'il y avait. Mais même encore maintenant, il y a parfois des gens. Je discute avec certaines personnes parce que par contre, quand je fais un truc de travers, ça, les gens viennent me le dire tout de suite. Par exemple, une fois, je suis rentré dans la mosquée. La première fois, je crois, je suis rentré avec le pied gauche. Et tout de suite, un monsieur est venu me dit, monsieur, alors c'est sympa parce que forcément, moi, j'étais un peu un culte. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Donc ça, oui. Mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait une approche un peu plus bienveillante aussi. Donc c'est bien, tu fais des erreurs, mais bon, on peut parler aussi d'autres choses, quoi. Et bon, ça vient. De temps en temps, j'ai des contacts avec des frères musulmans qui sont, c'est peut-être pas le mot à utiliser, frères musulmans maintenant, mais voilà, des gens avec qui je peux discuter de ça, quoi. Ouais.
Ouais, parce que ça doit surprendre un étranger qui se convertit. Ben oui, maintenant, il y a plein de gens, c'est bizarre parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh, de toute façon, on savait que tu allais devenir musulman. Mais je dis, comment tu savais? Parce que même moi, j'avais un doute à un moment, comment tu le savais? Donc voilà, ça. Et puis, il y a aussi le fait de m'être converti pendant ce Covid et le fait de le vivre de l'intérieur, en fait, de la maison, donc avec ma femme et avec cette personne dont je te parlais. Le fait après d'aller, enfin, je trouvais que la prière à la maison était suffisante. Et puis après, le fait d'aller à la mosquée, je me suis dit, waouh, la première fois que j'ai fait une prière à la mosquée, je me suis dit, là, c'est vraiment, c'est un beau moment. Bon, en fonction aussi du imam, de sa voix. Et moi, je suis dans une mosquée qui est déjà superbe, elle est très grande, à Hainada. Et puis le imam, il a une voix. Moi, quand je suis là, je bouge plus. J'entends ça, je suis ailleurs, quoi. Donc ça aide. Maintenant, j'aimerais bien avoir la compréhension de. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Bah oui, bon, la Fatiha, je comprends, je peux la réciter, je peux la comprendre, mais bon, souvent les sourates, à part quelques courtes que je maîtrise un peu, si tu fais le Ramadan complet, que tu écoutes tout le Coran en arabe, tu comprends pas. Bah, alors maintenant, il y a quelques mots qui reviennent, donc ça va, mais ouais. Et tu pries dans quelle langue? Ben, forcément, la prière en tant que telle, c'est en arabe, mais les intentions que j'ai quand je fais des invocations, c'est en français, quoi. J'ai pas du tout le niveau d'arabe pour invoquer en arabe. Non, ça c'est. Et ta famille en Belgique, ils l'ont bien pris ou ça a été compliqué? Alors, d'abord, c'est ma femme qui a un peu été la pionnière dans la famille, et donc du coup, c'était un peu compliqué, mais ça a été relativement bien. Ses parents ont bien pris la chose, mais les miens, ben, ma maman, je lui en ai pas parlé beaucoup. Elle est décédée, elle entre-temps. Et mon papa, j'en ai jamais parlé vraiment. Bon, maintenant, il est souffrant, il pourra pas non plus se rendre compte. Mais je pense que les deux s'en sont doutés à un moment. Donc voilà. Mais bon, il y a des personnes dans la famille qui sont un peu virulentes, donc qui n'acceptent pas trop. Mais bon, non, soit on n'en parle pas, mais bon, moi je suis ouvert, je peux en parler. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes avec qui je ne vais pas arriver en disant ça y est, je me suis converti. Voilà, ouais. Et les enfants par rapport à ça? Mais nos enfants, en fait, on leur laisse comme nous. On a eu le choix aussi c'est un cheminement qui a été assez long dans mon cas. On, on leur laisse leur cheminement. Alors ils voient le modèle musulman à la maison, mais c'est eux qui. Alors les plus petits prient parfois avec nous, mais les plus grands. Alors, parfois se disent musulmans, mais pas pratiquants. Il y a chacun. Et puis il y en a qui se disent plus soit agnostiques, soit carrément athées. Bon, alors tu sais pas si c'est toujours de la provocation ou si c'est réel. Donc il y a des débats familiaux? Sur le sujet, alors débat, je sais pas encore, parce que c'est plus avec nos grands, mais qui sont pas là, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Et puis parfois c'est plus difficile d'en parler, quoi. Et comme je vois pas beaucoup mes filles, j'essaie d'éviter les conversations qui peuvent créer un peu de conflit au départ. Mais bon, on est ouvert. Enfin, je pense que ma famille, on est suffisamment ouvert pour comprendre que chacun a une voix différente. Et puis on revient ou pas plus tard. Ça, c'est libre à chacun. Ça, c'est libre Ouais, c'est à un chacun. chemin personnel, ouais. Voilà, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, surtout que je te dis, moi, longtemps, hein, je pense, je te dis, en étant croyant, mais en pensant que Dieu était partout et qu'il ne fallait pas une religion, maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de la religion pour vivre ça plus pleinement. Voilà, on essaie de montrer un peu l'exemple à nos enfants par rapport à ça. Et puis, c'est comme l'éducation, je veux dire, tu donnes des valeurs à tes enfants, et puis il y a certaines qui vont prendre, et puis d'autres qui ne prendront pas. Pour la religion, ce sera la même chose. Ils prendront ou ils ne prendront pas. Ce sera leur décision, ce sera leur choix. Mes parents m'ont baptisé catholique. Maintenant, je suis plus catholique. Enfin, quoique j'ai du mal à dire que je suis plus catholique, parce que pour moi, l'islam c'est un peu comme
dans le monde numérique dans lequel on est, c'est les 2.0, quoi, tu vois. Si tu as une version, alors je vais pas dire meilleure parce que je vais Attention, c'est un sujet sensible. Non, mais je veux dire, ça englobe, en fait, pour moi, l'islam englobe aussi le catholicisme, englobe aussi le judaïsme. Donc, j'ai pas envie d'avoir de séparation entre les religions. Ce serait bien de confédérer un petit peu tout ça. Mais bon, moi, je suis un Je suis juif, chrétien, musulman. doux rêveur idéaliste. Peut-être que je vais me faire flinguer, mais ce serait bien, idéalement. Oui, ou de ne pas avoir besoin de religion aussi. Ah, alors, oui, ça a été mon laïus pendant longtemps, mais je sais pas. Maintenant je me sens bien là-dedans. Donc, je pense que, bon, on en reparlera dans 5-10 ans, si tu veux, voir où nos chemins nous ont menés. On verra bien. Ce qui compte, c'est que ça apporte de la paix, de la sérénité à la personne, que ce soit aligné avec elle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Et puis, c'est toi dans ta relation avec Dieu et c'est pas toi. C'est pas. Si des gens te jugent de l'extérieur, moi j'oublie les gens qui me disent ouais, mais t'es musulman, tu dois faire ça et tu peux pas faire ça. Je dis bon, merci de me le dire, c'est gentil, mais voilà, moi je suis sur un chemin, je suis converti, je suis pas né musulman, donc je sais que j'ai un chemin important à faire, mais c'est ça prendra le temps que ça prendra, quoi. Bon, je suis un peu diesel moi, donc pas trop rapide, je prends le temps. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? 2026, de continuer sur ce chemin de sérénité, ça me paraît hyper important, parce qu'il y a encore des choses que je dois... parce qu'on ne parle pas des choses négatives, mais il y a des choses encore que je dois travailler. Une bonne communication sur mon travail. Bon, au niveau familial, je suis très heureux, donc j'espère juste que voilà, tous mes enfants vont continuer et ma femme vont continuer dans ce chemin en étant en bonne santé surtout. Ça, on y travaille aussi un peu, dans le fait de bien s'entourer de chouettes personnes et d'avoir en plus, si on peut avoir un peu de succès, j'allais dire de la reconnaissance, mais c'est pas ça, c'est plutôt un peu de succès quelque part au niveau de ce qu'on fait et des retours positifs et surtout des résultats. Là, mais ça, j'y travaille. J'y travaille. Donc, j'espère que on récoltera plus tard. J'espère que cette interview y contribuera aussi. J'espère aussi, mais outre ces souhaits, c'est aussi le fait de pouvoir avoir un bel échange. Même si après, parfois, les questions, j'ai envie de les reposer à toi aussi. Mais ça, on fera plus tard. Faut que tu ouvres une chaîne YouTube. Ouais, là, je sais pas si je ferai ça, parce que je pense aussi, à voir le travail que tu fais depuis quelque temps. C'est un travail, chapeau d'ailleurs pour ce travail qui a l'air très, très. Ça doit prendre du temps, quoi. Ça doit vraiment prendre du temps, de l'énergie. Ouais, donc chapeau, franchement. Et justement, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi Alors, par un numéro de téléphone ou bien par Instagram. Sur Instagram, je suis sur énergétique chinoise Maroc. À chaque fois, les mots sont séparés par la barre de 8. On va mettre le lien dans la description de la vidéo. Ouais. Donc ton téléphone, WhatsApp, Ouais. l'Instagram. Et ici, il y a d'autres liens. Je suis un peu sur Facebook, mais bon, on va dire essentiellement Instagram et puis les lieux où je suis. Mais bon, c'est surtout le téléphone, je suis sur WhatsApp aussi. Donc ça, ce sont essentiellement les moyens de me contacter. Super. Et sinon, si vous êtes dans la région, c'est facile. Comme on fait tous du vélo dans la famille, on n'a pas de voiture. Donc c'est comique parce que même quand nos enfants oublient quelque chose dans un taxi, ils nous retrouvent toujours. Parce qu'ils disent c'est les Européens, c'est les Belges, ou bien oui, c'est ceux qui ont 8 enfants. Et donc d'office, les choses reviennent toujours à la maison. Donc si vous demandez l'énergéticien chinois belge qui a 8 enfants, en général, vous allez trouver relativement facilement. Le Belge, père de 8 enfants, converti à l'islam, qui fait du vélo. Ouais, ça va. Les gens vont retrouver, normalement. Maintenant, il faut savoir où je suis. Parce que comme j'ai 3 lieux maintenant, et puis après, si on va vers Marrakech et tout ça, on verra. On se donne rendez-vous dans quelques années, on reparle de tout ça. Voilà. Chouette. Super. Merci pour cet échange. Mais merci à toi, merci.
Bonne continuation dans tes projets, et à la fois pro, perso. Merci beaucoup. Et bonne Saint-Nicolas. Voilà. Tu vois, je devrais pas le dire, mais bon, tu vois, mais j'aime encore quand même la fête. Merci. À bientôt, salut. Merci à Christophe pour cet échange et pour son témoignage. Si cette interview vous a plu et que vous souhaitez découvrir une autre histoire inspirante au Maroc, je vous propose de regarder l'interview que j'ai réalisée avec Stéphanie. C'est dans son salon à Rabat que nous avons tourné cette interview avec Christophe. Donc je vous mets la vidéo juste ici. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines interviews autour de la vie et de l'entrepreneuriat au Maroc. À très bientôt pour une prochaine vidéo.